L'industrie du conseil financier, comme vous le savez, est en attente d'un document important qui a été annoncé par l'Association des autorités en valeur mobilière au Canada. Et ce document va porter sur l'option éventuelle d'abandonner les commissions intégrées, donc dans les produits, pour passer à des mécanismes de rémunération directe où le client paierait directement son conseiller. C'est un des enjeux qui s'en vient. Cette proposition va générer énormément de discussions concernant est-ce qu'il y a conflit d'intérêt ou pas dans la relation client-conseiller. Exactement aussi sur la valeur véritable du service conseil, sur l'accès à ce service, sur sa rémunération et enfin sur tous les modèles d'affaires qui doivent être modifiés. Au même moment où ça va arriver à l'automne, très bientôt, on nous promet ça pour dans quelques semaines, toutes les entreprises du secteur financier mettent la dernière main aux préparatifs nécessaires pour répondre aux exigences de ce qui s'appelle le modèle de la relation client-conseiller, donc le MRCC 2. Et en même temps, l'industrie se prépare aux tables rondes qui ont été convoquées par les autorités de marché. Et ces tables rondes vont porter sur des nouveaux changements concernant des obligations additionnelles des conseillers envers le client. Alors, je ne veux pas aller dans le détail aujourd'hui de ces propositions-là, puis débattre si c'est la bonne chose et aller dans le détail au niveau de l'industrie, mais je vous propose de reprendre ce débat et de le prendre à un autre niveau. En fait, j'ai deux postulats que je veux partager avec vous. Le premier, c'est que le conseil financier, et on va le définir plus tard, qu'est-ce qu'on veut dire par là, le conseil financier procure une véritable valeur aux épargnants investisseurs. Le deuxième postulat, c'est qu'à cause de ça, c'est essentiel comme société de sauvegarder l'accès au conseil financier pour tous les ménages québécois et canadiens, et cela, peu importe leur niveau de revenu et leur niveau de patrimoine. Or, cet accès aux services financiers, qui est intimement relié à la littératie financière et à tout ce qui en découle, pourrait être mis en mal passablement avec les changements réglementaires qui sont proposés. C'est donc important de convaincre les autorités réglementaires, mais plus encore, les décideurs politiques et le grand public, qu'il est nécessaire de faire une pause et que cette pause serve d'une part à l'industrie des conseillers financiers à s'ajuster à tout ce qui se passe et d'autre part à trouver des solutions qui vont permettre de garantir l'accès. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, la véritable valeur du conseil financier, ça vient d'où? On a souvent tendance à associer le conseil financier à une relation de transaction. C'est vrai qu'il y a des transactions, mais la relation entre le conseiller et son client, c'est d'abord une relation. Mais à cause de la façon dont on le regarde, c'est souvent perçu, et à nos yeux c'est exagéré, mais comme de quoi l'investisseur, l'épargnant investisseur canadien fait une mauvaise affaire au Canada. Il n'y a pas un bon deal. C'est la prémisse, c'est ce qu'on observe et ce qu'on entend. Or, je vous rappelle, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que le rôle du conseiller financier, ce n'est pas d'abord et avant tout de faire de la sélection de titres ou de fonds, le fameux alpha. Ça, c'est les gestionnaires de portefeuille qui font ça. Et les gestionnaires de portefeuille sont payés pour créer de l'alpha, et là-dessus, la littérature dit que, pas sûr qu'il y a de l'alpha systématique. Pourquoi? Le marché étant très bien organisé, très parfait, l'alpha n'est pas élevé. Ce n'est pas ça le rôle du conseiller financier. Il y a le bêta, c'est-à-dire la construction du portefeuille où il joue un rôle, oui, à savoir quel actif doit être mis dans le portefeuille compte tenu des préférences de risque, des contraintes de liquidité et des objectifs du client. Mais le rôle le plus important du conseiller financier, c'est ce rôle qu'on appelle le gamma. C'est vrai que j'avais des slides pour vous. Pierre m'a regardé avec des gros yeux. Là, parce que... Le gamma, qu'est-ce que c'est? C'est là la découverte des années récentes de la littérature académique et la littérature scientifique. C'est que le gamma, c'est le coaching, c'est l'accompagnement que le conseiller fait avec son client. Donc, commencer à épargner, l'engagement à épargner, faire un plan d'épargne. Combien épargner, persévérer. Se comporter comme épargnant
non pas comme quelqu'un qui panique, mais avoir beaucoup plus une attitude institutionnelle lorsque le marché baisse, ou lorsqu'il y a des corrections de marché, ou lorsqu'il y a des embellis de marché, faire les ajustements, les rebalancements, toutes des choses que les institutions connaissent bien. Ce rôle-là du gamma, c'est le rôle le plus important. Et lorsqu'on l'explique comme ça, bien, on ne va pas prendre la littérature scientifique sur l'alpha et l'appliquer au gamma, comme on fait souvent dans les autorités réglementaires américaines comme canadiennes. C'est faux comme démarche. Il faut regarder la littérature qui concerne le rôle associé au conseiller financier dans la création de valeur. Et là-dessus, on n'a pas besoin d'aller loin, et ce matin, ça reparaît dans Investment Executive, qui fait référence aux études de Tournon Market, du Cyrano et de ses collaborateurs, à l'effet que le gamma est très important. Il avait fait une première étude en 2010, il vient d'en sortir une autre en 2016 avec des données de 2014, où là, on voit que, mise à jour avec des données de 2014, 2010, c'était un marché qui était difficile, donc 2014, le marché a eu une embellie entre les deux. Donc, on reteste avec un échantillon, et dans le cas qui est présent, il y a même des personnes, des ménages de l'échantillon 2010 qui se répètent en 2014, donc c'est très robuste comme test. Et il nous démontre que quand le conseiller accompagne son client sur quelques années, plus la durée est longue, plus l'effet est long, et d'où ça vient? C'est le fameux gamma, c'est-à-dire que ça peut avoir 2 fois et demi plus de richesse lorsqu'on est accompagné que lorsqu'on n'est pas accompagné. C'est très important, cet élément-là. Pourquoi? Les Canadiens et les Québécois ne viennent pas, pour la plupart, riches en naissant. La plupart, ce n'est pas le cas. La très grande majorité des gens, aujourd'hui, qui sont bien prêts pour la retraite, qui ont de l'argent de côté, ils ne l'ont pas eu à naissance par héritage. Ils l'ont gagné, ils l'ont épargné, ils ont été disciplinés. Et la preuve de ça, c'est que toutes les enquêtes canadiennes nous montrent que quand vous commencez à avoir une relation avec un conseiller financier, vous avez en moyenne, pour 70 des cas, 50 000 et moins. Puis pour 30 des cas, 10 000 et moins. Donc, si on s'en va vers un système où le conseil financier n'est accessible qu'aux riches, on se crée tout un problème majeur. On n'a pas le droit de se permettre ça comme société, c'est très important. Conséquence de ça, le conseiller financier est très important pour le client qui en fait l'usage sur une longue période. Et les deux sont importants, avoir cette relation sur une longue période. Mon market démontre aussi que ceux qui avaient un conseiller financier qui l'ont abandonné, ça va mal. Ceux qui n'avaient pas, puis qui l'ont, ça va mieux. Donc, je ne vous dis pas que tous les conseillers sont parfaits. Je vous dis, la relation conseil crée de la valeur. Elle crée de la valeur pas uniquement pour les individus et les ménages. Elle crée de la valeur parce qu'elle comporte ce que les économistes appellent des externalités positives très importantes. D'abord, ceux qui ont conseiller financier, et c'est démontré dans toutes les études, sont mieux préparés à la retraite. Le degré de préparation de la retraite, que ce soit les études de McKinsey ou de Baldwin ou d'autres, on le voit quand il y a un conseiller financier dans le décor, le ménage est plus préparé à la retraite. Et c'est important. Le système de retraite, il repose sur des piliers, et l'épargne individuelle et l'épargne personnelle et collective jouent un rôle, l'épargne volontaire est majeur, au Canada comme ailleurs. Et donc, c'est important de préserver cette préparation de la retraite par les individus. Ça a une autre conséquence bénéfique. Plus les gens sont prêts à la retraite, moins il y a de demandes sur le système de retraite, plus on peut financer la santé, l'éducation et d'autres missions sociales et économiques. Donc, c'est très important de préserver ça. La deuxième, c'est que quand les gens ont recours à un conseiller financier, ils sont moins inquiets dans l'atteinte de leur objectif, pas uniquement de la retraite, mais planification pour des voyages, planification pour le financement des enfants, pour la maison. Il y a beaucoup plus de sérénité. Et Sun Life récemment a publié un document où on montre que ça joue sur la santé des gens et sur l'assiduité au travail et le bonheur en général. Bon. Tout ça pour vous dire que la consommation du conseil financier, ça va aussi de pair avec un taux d'épargne élevé. Et les études du Conference Board l'ont démontré. Et un taux d'épargne élevé, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'investissement, plus de croissance économique, puis éventuellement un meilleur contrôle sur l'économie parce que nos fonds sont disponibles pour financer nos entreprises. Enfin, on va assister au Canada dans les prochaines années, c'est déjà commencé, au plus grand transfert de richesse entre générations. Et il faut que ça se fasse avec une planification de la retraite, mais aussi planification successoriale, planification d'assurance, planification fiscale. Et ça, c'est le rôle des conseillers financiers. Si vous êtes d'accord avec ce qui précède,
ça veut dire qu'il faut à tout prix trouver une façon d'éviter les erreurs des autres et préserver l'accès dans l'ensemble des changements auxquels fait face l'industrie du conseil financier. C'est quoi ces changements? 3 choses qui arrivent en même temps. La première chose, c'est que la perception que je vous parlais tout à l'heure, que les Canadiens auraient un mauvais deal, elle est profonde, elle est répandue, même si elle est partiellement exagérée après des égards, mais il y a une partie qui est réelle. On va en revenir tantôt. Il y a aussi des avancées technologiques phénoménales qui bouleversent tout le secteur de l'investissement. En passant, le texte et les slides vont être disponibles sur le site de la conférence, donc vous pourrez avoir tout ça. Enfin, les autorités réglementaires sont en train d'embarquer dans un changement profond et veulent faire d'autres changements rapides pour aller à la défense de celui qui n'aurait pas un bon deal, c'est-à-dire le consommateur. Commençons par ce premier point. La première chose que vous entendez, c'est que ça coûte cher, le conseil financier. C'est de qualité inégale. Puis souvent, il y a un mauvais rapport entre le coût-bénéfice pour le client. On l'entend souvent. C'est dit, c'est répété souvent. C'est même souvent un argument pour dire qu'il faut avoir un gros fonds de pension pour ci, pour ça. Mais attention. On dit aussi qu'il y a un manque de transparence en ce qui concerne le coût du service, les prestations obtenues en retour du coût et même la qualification professionnelle des conseillers financiers. En somme, avec la panoplie des titres, et le gouvernement de l'Ontario a fait une étude récemment, 48 titres différents pour la nomination de ce qu'est un conseiller financier. Ça n'a pas d'allure, c'est sûr que le client est perdu. Donc, on ne dit pas ici qu'il n'y a pas de ménage à faire, qu'il n'y a pas de choses à faire. Mais on ajoute dans la perception qu'il y a des conflits d'intérêts réels ou perçus entre les commissions qui sont payées aux gestionnaires de fonds, c'est-à-dire par les gestionnaires de fonds aux courtiers ou aux distributeurs, lorsqu'ils achètent un fonds ou un titre. De manière générale, on est rendu à dire que même si le conseiller financier est obligé de divulguer le conflit d'intérêts entre le fait qu'il vend à son client un produit qui vient d'un fournisseur, la divulgation du conflit n'est pas suffisante pour éviter qu'il y ait conflit. C'est ce qu'on dit aussi. Tout ça pour vous dire que cette perception, elle est bien ancrée et elle nourrit la volonté des autorités réglementaires d'introduire une nouvelle norme pour que les conseillers soient incités, forcés à rechercher le grand intérêt et le meilleur intérêt de leurs clients, ce qu'on appelle le Best Interest Standard. Mais à toute cette perception s'ajoute la crise économique et ses effets. En 2008, depuis ce temps-là, oui, les marchés se sont rétablis, mais les taux d'intérêt sont faibles. Les perspectives de rendement avec le prix des actifs qu'on a sont moins intéressantes qu'elles étaient. Ce qui fait que dès qu'on parle d'un frais de transaction ou d'un frais de courtage ou d'un frais de conseil, il est évidemment très présent, très visible, et ça met en exergue cette situation-là. Est-ce que j'ai un bon rapport qualité-prix? Évidemment, quand les taux sont à 12 %, on voit moins les frais de gestion et les frais de conseil. Il y a aussi que, même si vous êtes un professionnel du placement, c'est pas évident de nos jours à placer de l'argent, à investir. Ceux qui sont moindrement dans ça le savent. Imaginez-vous, monsieur, madame, tout le monde, combien épargner pour la retraite? Quel objectif réaliste je peux me donner? Comment c'est relié à mon budget, à ma situation familiale? Quelle stratégie d'investissement? Tout passif, un peu d'actif, les deux, mélange des deux. Est-ce que je dois viser une composition de portefeuille, mais à quel frais? Est-ce que je dois avoir recours ou non à un conseiller financier? Comment le rémunérer? Quel type de conseiller financier? Toutes des questions que les gens ont. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait cette perception-là. C'est un réel problème. Et c'est un problème qu'il ne faut pas nier. Il est réel. La perception est largement trop mauvaise, mais elle est réelle. Deuxième élément, technologie totalement en changement. Je vous donne l'exemple que vous connaissez, les fonds notés en bourse, les portefeuilles bêta intelligents, les capacités de faire de la gestion quantitative. Tout ça, maintenant, vous allez sur l'Internet, il y a énormément de disponibilité. C'est fou ce qu'on peut faire. Il y a des aides technologiques à la gestion. Ça permet au client et à son conseiller de voir tous ses comptes. Yugli, qui fait l'agrégation des comptes aux États-Unis, ça s'en vient au Canada.
On a aussi au Canada 3 compagnies qui offrent déjà au Conseil financier la panoplie des services technologiques. GlidePath, Professional Services, Wealth&Poor for Advisor, et puis Nestwell, Pro. Tout ça, c'est des compagnies qui sont en train de naître avec des nouvelles technologies pour offrir le service conseil aux conseillers. Donc, ça devient pour les conseillers financiers tout un nouveau monde. Au moment où les régulateurs leur disent « faites ci, faites ça », ils ont à côté d'eux un grand nombre de nouvelles façons de faire les choses. Alors, la technologie permet aux clients aussi d'avoir accès à des choses qu'avant. Ce n'est pas uniquement le conseiller qui en bénéficie. Vous pouvez investir directement. On a du P2P lending. Vous avez aussi, sur la technologie, énormément de choses que vous pouvez faire rapidement. Tout ça fait en sorte que les réglementaires à travers le monde, pas uniquement au Canada, mais partout dans le monde, ont voulu et veulent encore intervenir de façon massive. En fait, cette intervention est motivée par ce qui s'est passé en 2008. Il faut se rappeler qu'en 2008, on a voulu d'abord stabiliser le système, s'assurer que ça ne reproduisera plus, donc capitaliser les banques, des nouvelles règles du jeu. Enfin, on s'est attaqué à ceux qui avaient eu des excès. On a encadré la rémunération des financiers et on a aussi été capable de faire en sorte que certains d'entre eux soient pénalisés, soit pour des excès dans le LIBOR ou le Foreign Exchange ou les subprimes. On a eu beaucoup de pénalités payées par toutes sortes de monde. Mais un coup qu'on a fait ça, la stabilité, puis corriger les excès, les régulateurs ont identifié de façon très claire la question de la relation client-conseiller. Et c'est sur cette base-là que maintenant, on a voulu introduire ce qu'on appelle, en plus du Market Conduct, le Professional Conduct, ou si vous voulez, le Advisor Conduct. Cet activisme réglementaire est important. La première fois où c'est arrivé, ça a commencé autour des années 2010, et c'est en 2013 que l'Angleterre a introduit de nouvelles règles qui ont fait deux choses. L'abolition des commissions de vente qui venaient de fournisseurs, et deuxièmement, la distinction entre les conseillers financiers et les vendeurs. Ça a été suivi de l'expérience en Australie qui a fait grosso modo la même chose en disant on va abolir toute forme de conflit d'intérêts et on va aussi avoir des standards fiduciaires ou quasi-fiduciaires. Aux États-Unis, c'est le département du travail, le Department of Labor, qui a introduit la règle quasi-fiduciaire, qui fait en sorte que tous ceux qui vont offrir des services conseils pour la retraite doivent suivre ces règles-là. Et ça crée tout un changement aux États-Unis. Et la Securities and Exchange Commission, après l'élection, elle a déjà annoncé qu'elle va s'intéresser aux devoirs fiduciaires des conseillers financiers. En Europe, ça a été la même chose. On a eu la règle MIFID qui a grosso modo traduit sur le marché européen ce que l'Angleterre avait fait. Au Canada, on n'est pas en reste parce que depuis 2009, on a fait beaucoup de changements. D'abord, la première fois qu'on a introduit les règles concernant la relation entre le client et son conseiller, ça s'est appelé MRCC 2, 1 et 2. Pour plus de transparence, de plus grandes obligations à propos de la divulgation des conflits d'intérêts et, en parallèle, on a mandaté les courtiers, les conseillers à produire des documents et ça s'est mis en place de 2010 à 2016 qu'on a appelé le fact fund, c'est-à-dire des documents sur 2 pages qui donnent les faits à l'investisseur. Donc, plus de transparence, et c'est un train de mesure. Et la phase 2 du modèle de la relation client-conseiller, allant en vigueur maintenant, elle a pour objet de favoriser la transparence non seulement sur les documents, mais aussi sur les renseignements simples à comprendre, les coûts du service et le rendement du portefeuille du client. Et ça, c'est en place maintenant. Au même moment où l'industrie fait tout ça, s'ajuste à ces nouveaux règlements, fouille dans l'ensemble des nouvelles technologies, pour répondre de façon plus efficace et moins chère à ses clients, les autorités canadiennes continuent de s'intéresser à 2 questions pointues. La première, c'est est-ce qu'on doit abolir, comme je vous disais au début, les commissions versées aux
distributeur lorsque ces commissions sont payées par un manufacturier de produits financiers, les fameuses commissions intégrées. Ça va dans les fonds mutuels, les assurances, l'ensemble des produits financiers. D'autre part, la notion du meilleur intérêt client. C'est les deux choses. Le dialogue se poursuit entre l'industrie et l'autorité depuis plusieurs mois, mais il est clair que ces discussions-là doivent converger. Et là, on assiste à deux situations qui sont en train de un peu être conflictuelles. C'est que d'une part, les autorités voudraient implanter ça le plus vite possible, et d'autre part, l'industrie est dans une position où on a le sentiment que l'implantation de ces nouvelles mesures va se faire sur des choses du passé. Et la raison, c'est que les effets que nous connaissons de ce qui a été fait depuis 3 ans et qui est implanté maintenant, plus les nouvelles technologies, c'est un nouveau monde totalement différent. Toute l'industrie est en train de changer ses modèles d'affaires. Que faire? Alors, la première chose à faire comme industrie, là, j'interpelle l'industrie et non pas les réglementaires, c'est d'accepter qu'on doit prendre acte des 3 développements fondamentaux qu'on a mentionnés. Perception négative, avancée technologique et activisme réglementaire. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable pour dire que c'est là qu'il faut y faire face. Ma proposition, c'est que l'industrie doit faire 2 choses. Elle doit accélérer ce qui est commencé, on le voit partout dans toutes nos compagnies à nous, mais aussi ailleurs chez les compétiteurs. L'industrie est en train de faire un virage client et accélérer la mise en place de mesures qui permettent de mettre le client au centre de la relation. Et à cet effet, les technologies permettent de faire ça beaucoup mieux, parce qu'on passe d'un monde de papier et quelqu'un disait, on passe d'un monde de trust à un monde de truth. C'est parce que les technologies permettent d'avoir accès à toute l'information dont on a besoin pour gérer la relation client. La deuxième chose, c'est que je crois que l'industrie doit demander, et c'est déjà le cas, plusieurs l'ont fait, une pause dans la mise en place de nouvelles mesures réglementaires pour permettre l'adaptation sur quelques années de ce qui est en train de se faire, puis de concert avec les autorités réglementaires et les décideurs politiques, de trouver une façon de mettre en place ce qu'on veut mettre en place de nouveau, mais en sauvegardant l'accès. Pourquoi je dis ça? D'abord, si on regarde ce qui a été fait ailleurs, ça concerne améliorer le rapport coût-bénéfice pour le client. Et ça, c'est une responsabilité de l'industrie. Le MRCC2 va obliger, et c'est déjà le cas, à donner une plus grande transparence de coûts, et ça va venir en même temps. On a aussi une responsabilité collective de mieux policier l'industrie. Ceux qui ne sont pas corrects doivent être pénalisés par l'industrie le plus rapidement possible. Il faut aussi améliorer la formation des conseillers financiers pour faire en sorte qu'il y ait moins de titres, qu'il y ait plus de professionnalisme. Et le Québec a pris du leadership dans ça, et ça se fait. Et enfin, il faut défendre le droit de nos clients à ce qu'ils puissent avoir un choix de conseiller financier, mais aussi comment ils veulent être rémunérés, ce conseiller. La pause, c'est pourquoi? C'est donc pour permettre une pause pour éviter qu'on fasse les erreurs des autres. C'est quoi ces erreurs-là? Eh bien, lorsqu'on le fait en Angleterre, l'Autorité des marchés a fait ça. 2 ans après, ils ont commandé une étude pour voir ce qu'ils avaient fait avait un impact sur l'accès aux services financiers. En fait, le tiers des conseillers financiers a disparu. On se demande si c'est la cause ou l'effet. La vérité, c'est que dès que l'annonce a été faite, l'offre a répondu. Et il y a une chose importante à comprendre. Dans la relation client, lorsque vous êtes client d'un conseiller financier, cette relation-là, elle se bâtit avec le temps. Pourquoi? La structure de rémunération est directement liée à comment la demande de ce conseil financier va évoluer. Tous les pays qui l'ont aboli ont vécu la même chose. Réduction de la demande et donc réduction de l'offre. Pourquoi? Du point de vue du client, en particulier celui et celle qui commencent à avoir une relation. On parlait tantôt de 10 000 pour 30 50 000 pour l'autre, à 70 des gens, des Canadiens, qui commencent une relation. Quand ils commencent cette relation-là, si vous leur dites, voici, c'est un frais direct que tu dois payer au conseiller financier, la réaction qu'on connaît, toutes les études le montrent, non, je n'achète pas le conseil financier. Et c'est ce qu'on appelle le credence good, comme dit Pierre Lortie dans cette étude. Même chose pour le pharmacien qui vous vend un médicament. Votre médecin vous prescrit une ordonnance, vous allez à la pharmacie. Le pharmacien vous dit, attention, ce médicament-là, il ne faut pas le mélanger avec tel autre.
C'est un service conseil qui vous est donné. En général, c'est écrit, puis ils prennent le temps de vous le dire. Si on vous disait, vous devez payer le pharmacien pour vous dire ça, la plupart des gens ne vont pas le payer. C'est un biais de la nature, c'est un comportement naturel, c'est documenté, non pas en économie, en psychologie, qu'il y a des biens qui sont ce qu'on appelle ensemble. Quand on les sépare, il y a une partie de la population qui n'achètera pas l'autre bien. Évidemment, les gens riches, ce n'est pas un problème. Ils sont déjà sur les frais directs. Donc, on n'est pas en train on ne veut pas créer un monde de règlements pour les gens riches qui sont déjà bien servis. C'est pour s'assurer que la classe moyenne ait accès à ça. Et il y a une corrélation très forte entre la littératie financière et le conseil financier. Ce n'est pas complémentaire. Ce n'est pas des substituts, pardon, c'est des compléments. C'est deux affaires qui vont ensemble. Conséquence de quoi, si on élimine du jour au lendemain la rémunération sous forme de commission de suivi, le client n'embarquera pas et rapidement, le conseil financier va disparaître et les gens vont se déplacer vers les plus gros comptes. C'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé en Australie, c'est arrivé partout. Ce déplacement-là est naturel. Donc, le conseil financier, ce n'est pas une transaction, c'est une relation et l'engagement du client envers le conseiller, c'est comme un coach dans la vie. Il vous accompagne au fur et à mesure où vous avez les aléas de la vie, les aléas du marché, et c'est cette relation-là qu'il faut bâtir. Je finis en vous donner un exemple qui est très révélateur. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande vient de publier en juillet dernier un document, et c'est le gouvernement, ce n'est pas l'autorité réglementaire. Donc, c'est le policy, c'est les politiciens qui ont pris charge du dossier. Ils ont regardé ce qui s'est fait en Angleterre, en Australie et partout, et ils ont décidé de plutôt que de procéder à tous les changements, incluant l'abolition des commissions, ils ont fait tous les changements que tous les gouvernements sont en train de faire, tous les régulateurs, sauf la question des commissions. Puis ils disent clairement, on ne veut pas procéder à l'abolition des commissions parce qu'on a vu l'impact que ça a sur l'accès, et quand la pâte à dents est sortie du tube, c'est difficile à remettre dedans, comme en témoigne l'expérience d'Angleterre. Ils sont pris avec ça. Et là, ils engagent des spécialistes pour dire comment on fait pour recréer la distribution, puis recréer du service conseil. Donc, ça venait anodin, mais ça fait partie des politiques publiques les plus importantes que le Canada est en train de prendre. Et là, on a tendance à vouloir faire ce que les Anglais, les Australiens ont fait, alors qu'à mon avis, on devrait plutôt s'inspirer des Néo-Zélandais. Et moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire. Au contraire, l'industrie a beaucoup de choses à faire. Et les changements qui ont été annoncés doivent se faire. Je le dis simplement, avant d'abolir les commissions, donnons du temps. Et ce défi-là, il est important parce que notre système de retraite, notre système d'épargne collective, notre système économique au Canada laisse une grande place aux distributeurs et les premiers doivent se professionnaliser, s'organiser, se policer. Mais si on les force à devenir uniquement des conseillers des riches, la classe moyenne va être privée d'un grand bien qui est celui d'avoir un bon conseil financier. Organisons-nous d'abord pour avoir des bons conseillers financiers, de mieux les policiers, de mieux les encadrer, mais d'assurer l'accès. Merci beaucoup. Bonne réunion aujourd'hui.